Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci infiniment d'être présent pendant la semaine des vacances. Et vous êtes méritants. Mais l'enjeu, ça vaut la peine de se mobiliser toujours pour la Méditerranée et demain pour l'Afrique. Le thème de ce matin, le petit déjeuner, c'est la sécurité alimentaire. Vous avez des experts de grand talent. Merci à la Tribune, merci à BPI et merci à tous les experts qui ont travaillé. Pour ma part, en 5-6 minutes, je voudrais rendre hommage à Xavier Belin. Mais mon propos sera concentré sur ce qu'il m'a appris, ce que nous avons fait ensemble et ce qu'il me disait. Et j'ai beaucoup admiré cet homme. Il avait à la fois beaucoup d'intelligence, c'est un meneur d'hommes, il a fait faire à la FNSEA des transformations importantes, et puis surtout, il avait une vision à très long terme, 15-20 ans. Les propos de Xavier Belin, les voici à peu près, ces messages. Le premier message, nous disait-il, mais ça date déjà de 7-8 ans, au départ, il nous disait, il ne faut plus, nous, agriculteurs, exporter vers l'Algérie, vers l'Égypte, grands consommateurs de blé. Il faut les aider à produire chez eux. Substituer la production locale aux importations. C'est quand même très courageux de la part d'un agriculteur, grand propriétaire, grand exploitant, parce que l'agriculture française a l'habitude d'exporter. Et il me disait non, il faut les aider à produire. Et en contrepartie de l'aide et des services que nous allons procurer aux pays du Maghreb et à l'Égypte, alors comme ils n'arriveront pas à l'autosuffisance, il y aura des contrats d'approvisionnement dont nous bénéficierons. Quelle justesse, quelle clairvoyance. Aider les pays du Sud à produire et non pas à consommer nos surplus. C'est très courageux. La deuxième chose de Xavier, elle est plus récente. Il me disait, chaque fois que je vais à l'étranger, de plus en plus en Afrique subsaharienne, la première chose que je fais pour mon groupe, c'est de trouver un partenaire. Un partenaire. Et avec ce partenaire, il se lançait dans la coproduction. Ce n'était pas un client. Il n'essayait pas d'accroître ses parts de marché. Il essayait de trouver un partenaire avec lequel il allait faire des transferts de technologie pour l'aider lui-même à produire. C'est pour moi révolutionnaire. Pour nous, hommes de science, professeurs, experts, nous sommes arrivés à cette conclusion. Mais pour lui, chef d'entreprise, c'est un U-turn, une transformation radicale. La troisième chose de Xavier Belin, à laquelle il tenait beaucoup, c'était la qualité des productions, le label méditerranéen. Vous savez, et je félicite ceux qui ont écrit le palimpseste, il est remarquable, merci à Jean-Louis Rastoin et à tous ceux qui l'ont aidé, mais il y a un chiffre très surprenant dans ces pays du sud de la Méditerranée et d'Afrique. 55% de la population, et donc ça fait des centaines et des centaines de millions d'individus, souffrent de malnutrition, soit par déficit, soit par excès de sucre, excès de graisse. Et donc, trop souvent, on dit la malnutrition, c'est une affaire quantitative. Non, il me disait, c'est une affaire qualitative. La qualité. Et donc, Jean-Louis, nous disait-il, IPMED, vous devez vous battre pour le label méditerranéen et pour ce que le professeur Rastoin essaye de réhabiliter, la diète méditerranéenne. Très bien. La quatrième chose de Xavier Belin, quatrième enseignement, c'est la dorsale. Non, ce sont les filières. Il me disait qu'il faut construire des filières.
de la recherche, aller au développement, à la production, à la distribution. Et Xavier était, avec nous, un militant des circuits courts. Ne pas prendre des produits, les faire voyager sur des milliers de kilomètres, mais des circuits courts. Et l'équipe qui a travaillé avec Jean-Louis Rastoin pour préparer ce palimpseste préconise le biométrique, bio quoi ? Les clusters biométriques, systémiques, territorialisés, c'est-à-dire des filières territorialisées de petites dimensions. Avec une chose qui nous a surprise, mais vous connaissez très bien, et ça nous y tenons, et notre spécialiste Kelly Robin y tient beaucoup, nous tenons à ces filières, ces circuits courts, cette autonomisation, parce que nous avons appris, et vous devez retenir ceci de la COP 22, le réchauffement climatique, il aura lieu. C'est presque trop tard. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre les populations en situation de résister. Et pour résister, il faut qu'elles soient propriétaires, qu'elles se réapproprient leurs moyens de production. Et donc, nous avons la ferme de Sangaï, dans le Bénin, où un moine dominicain a monté quelque chose d'extraordinaire. Mais nous sommes en train d'identifier les fermes de Figeac, des agriculteurs français qui disent « Zut, l'Europe ne nous aide pas assez, ou plus suffisamment, l'État non plus, le département, la région, nous nous mettons en situation de résistance. » Nous allons nous lancer dans l'inventaire systématique en Europe de ces populations qui, par vallée, par arrondissement, par pays, se mettent en situation sur l'eau, l'énergie, les déchets, de résister. Les éléments de modernité, maintenant, leur permettent de se mettre dans situation de résistance. La cinquième chose, je vais vite, c'est la dorsale transsaharienne. Imaginez-vous Alger, Lagos. Imaginez-vous qu'il y a 400 mois, 6 mois, le président de la République, à force de lui demander de nous réunir pour parler de la verticale, accède à cette demande et dit à Xavier Belin, c'est d'accord, on réunissait, que Jean-Louis réunisse une dizaine de chefs d'entreprise et nous allons parler à l'Élysée de la verticale. Afrique, Méditerranée, Europe, c'est cette tranche de melon, cette pastèque. Et donc le président de la République auditionne les industriels que nous avons fait venir, 3 Maghrébins, 3 Africains et 4 Français, on discute. Et à la fin, face à face, dans la salle du Conseil des ministres, le président de la République s'adresse à Xavier Belin, mais lui dit, voilà, on a fait le tour, monsieur le président. Et Xavier Belin, d'une façon instantanée, mais assez surprenante, il dit, non, pas tout à fait, monsieur le président. Il y a encore un point. Le président lui dit, mais quel point nous n'avons pas abordé? Monsieur le président, vous n'avez pas abordé la sécurité pour aller de Alger à Lagos et traverser le Sahel. Sachez que nous, chefs d'entreprise, écoutez ça, nous nous installons en Algérie, en Tunisie, au Maroc, avec la ferme intention de descendre à travers le Sahel dans l'Afrique subsaharienne. Et l'Afrique du Nord sera notre pivot, comme le dit Jean-Louis Guigou et les gens d'IPMED. Et dans cette sécurité, il faut la faire. Très bien, a dit le président, je vais voir ce que je peux faire, peu importe. Mais sachez que les Chinois, alliés des Algériens, font de ce projet le plus grand projet d'aménagement du territoire au monde. Au monde. C'est énorme. 6000 kilomètres, 2 fois 3 voies, chemin de fer, haut débit et gazoduc. C'est énorme. Et avec des bretelles pour aller au Mali, au Niger, au Tchad, etc. Et la dernière chose, je ne m'en rappelle pas, la dernière chose, oui, c'est la verticale. J'ai demandé à ce qu'on vous distribue quelques extraits de l'ouvrage de Xavier Belin, ouvrage publié il y a 8 mois, et Xavier Belin réserve à la verticale 1 page et demie, 2 pages absolument remarquables. L'homme a tout compris. Et il dit la verticale, c'est un concept de géopolitique, c'est cette alliance entre l'Afrique et l'Europe, 2 continents qui vont
comme des Soyouz, un jour se rencontrer. Il va falloir faire l'arrimage, mais c'est l'avenir et on a besoin d'une fondation pour préparer cet arrimage entre l'Europe et l'Afrique. Mesdames et messieurs, ayons une pensée pour Xavier Belin. Nous le remercions pour tout ce qu'il a fait. Nous allons poursuivre son héritage. Il n'y a pas de personnes aujourd'hui, où je ne les ai pas vues, de la société Avril, pour une raison très simple. Ils sont en comité de direction avec leur nouveau président. Et ils nous ont dit, excusez-nous, si vous aviez fait ça 2 jours avant ou 2 jours après, le nouveau président serait venu. Mon dernier mot, vraiment le dernier mot, nous revenons avec Jean-Marie Pintendre, Kelly Robin et avec Miguel Moratinos, nous venons d'une mission au Liban et en Jordanie. Nous avons passé 5 jours. Une seule chose, un vent d'optimisme. Un vent d'optimisme pour la paix en Syrie. On parle de reconstruction. Les Russes n'ont plus d'argent, les Iraniens sont fatigués et les Chinois, c'est trop loin. Le soutien à Bachar al-Assad est en train de s'effilocher et donc et la coalition marque des points. Et donc, tout le monde parle de reconstruction. Il y en a pour 200 à 300 milliards. Et les Libanais veulent être un petit peu le hub à partir duquel cette reconstruction d'une partie du Moyen-Orient et de la Syrie pourra se reconstruire, mais un vent d'optimisme où le motif, je ne dis pas il est simple, mais là c'est la première fois quand même depuis 10 ans, 8 ans, que nous avons au Liban un président de la République chrétien, un Premier ministre, son ancien ennemi, M. Hariri, sunniste, président du Conseil des ministres. Et donc, les deux vont faire en sorte que la paix revienne. Merci infiniment et place au débat. Alors, je veux juste m'associer à Jean-Louis pour l'hommage qu'il a rendu à M. Belin. C'est un grand ami de la Méditerranée, un grand militant de l'Euro-Méditerranée. Il militait aussi à Bruxelles pour une PAC Euromed, et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. On va passer tout de suite au débat. J'appelle les conférenciers, le professeur Rastoin, M. Cosimo Lacirignola, s'il vous plaît, et M. Khaled Higuet. Alors, je ne sais pas si on dit Higues ou Higuet. Alors, le professeur Rastoin, professeur émérite à Supagro Montpellier, expert auprès de l'IPMED, il est l'un des co-auteurs de Palimpseste sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis vous êtes aussi conseiller scientifique de la chaire UNESCO en alimentation mondiale. Cosimo Lacirignola est le nouveau secrétaire général de CIAM, qui est le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes, qui est à Paris, comme son nom ne l'indique pas, mais qui a plusieurs antennes en Méditerranée, qui existe depuis une 50aine d'années. Donc, 55. Et M. Khaled Higuet est le directeur des partenariats publics et institutionnels de OCP International. OCP, c'est l'Office chérifien des phosphates, qui est le premier exportateur mondial, producteur mondial de phosphate, qui était le premier poste d'exportation du Maroc d'ailleurs, donc c'est pas rien. Et vous avez aussi créé une association, vous êtes le président fondateur du Club 2030 Afrique, un cercle de réflexion dont vous nous parlerez aussi un petit peu tout à l'heure. Alors on va commencer par un premier tour de prise de parole qui, en fait, va nous dire l'état des lieux de l'insécurité alimentaire en Méditerranée, en Afrique et quand même aussi en Europe. Et ensuite, on fera un deuxième tour où chacun présentera sa vision des solutions qu'on peut essayer de mettre en œuvre à l'échelle internationale. Alors, monsieur le professeur Rastoin, vous avez dans votre texte, qui est en ligne d'ailleurs sur la tribune.fr, qui est sûrement aussi sur l'IPMED, texte coécrit avec Kelly Robin,
vous avez évoqué 4 marqueurs de l'insécurité alimentaire. Donc, si vous voulez bien nous évoquer tout ça, à vous de 10-12 minutes, pas plus. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Bonjour à tous. Alors, effectivement, vous avez dans ce document le détail de ce que je vais développer. Peut-être commencer par un rappel de ce qu'on entend par sécurité alimentaire. Hein. Donc, c'est un état qui est procuré d'abord par la disponibilité des aliments, ensuite par l'accessibilité, c'est-à-dire qu'il faut du pouvoir d'achat, évidemment. La troisième chose qui tend à être la plus importante, c'est la qualité des aliments. Et alors c'est la qualité nutritionnelle en particulier, et également la qualité culturelle. Et enfin, la dernière condition de la sécurité alimentaire, c'est un environnement sanitaire adéquat, et notamment l'accès à l'eau potable, mais aussi l'accès à des dispensaires pour soigner les maladies d'origine alimentaire, etc. Alors dans les 4 facteurs qu'évoquait Monsieur Mignot, il y a en premier lieu la santé. Et il faut dire qu'en Afrique et en Méditerranée, mais aussi en Europe, le lien entre santé et alimentation est quelque chose qui engendre des situations dramatiques. Alors vous avez la malnutrition, la sous-nutrition d'abord, hein, 500 millions de personnes dans la zone Afrique, Moyen-Orient, et la surnutrition, 400 millions. Donc ça fait 900 millions de personnes, c'est-à-dire encore plus que ce qu'a évoqué Jean-Louis Guigou tout à l'heure. En réalité, si on regarde les statistiques de l'OMS et de la FAO, c'est 70% de la population dans cette zone qui serait en état de malnutrition. Alors il y a un triple fardeau. Le premier, c'est la faim. Le deuxième fardeau, ce sont les maladies d'origine alimentaire. Et en dernier lieu, il y a un fardeau de mal-être, donc un fardeau à la fois biologique et psychologique. Donc la deuxième cause d'insécurité alimentaire, c'est une cause sociale. Comme vous le savez, la population de cette zone va augmenter de façon considérable. Elle va doubler d'ici à 2050 en ce qui concerne l'Afrique. Elle va augmenter de 60% en ce qui concerne le Moyen-Orient, mais elle va diminuer légèrement, enfin avec le Brexit beaucoup, sauf s'il y a de nouveaux entrants dans l'Union européenne, dans la rive nord de la Méditerranée. Et on parle énormément des villes, nourrir les villes, etc. Mais en 2050, encore un tiers des habitants de cette zone immense sera dans les campagnes. Donc il y a une urgence à développer des emplois dans la zone rurale. Et on a un gisement considérable d'emplois si on a une approche qui a été évoquée, c'est l'approche filière, puisqu'on va maintenir des agriculteurs à la terre, mais on va développer autour les industries alimentaires, les circuits de commercialisation, mais pourquoi pas aussi l'agritourisme, enfin des formes de diversification extrêmement utiles. Donc développement rural durable et inclusif. Et un des impacts, évidemment, c'est la réduction des migrations qui sont un fléau épouvantable dans la zone. La troisième cause, c'est une cause économique. Le déficit actuel, ou plutôt la facture alimentaire actuelle dans cette zone, Afrique, Moyen-Orient, c'est 180 milliards de dollars. 180 milliards. Ça a quadruplé depuis le début des années 2000. Donc il y a un fardeau épouvantable, et lorsqu'on sait qu'il y a des déficits budgétaires énormes, il faut absolument reconsidérer cette politique d'importation massive pour nourrir les gens. Et il se trouve que le nord de la zone, c'est-à-dire l'Europe, au contraire, a une capacité d'exportation. Donc il faut concilier les deux choses. Et enfin, la dernière cause, c'est une cause technique. Le modèle agro-industriel que l'on a développé a des externalités négatives en termes d'environnement, en termes sociaux et en termes aussi économiques, puisqu'il détruit des emplois au lieu d'en créer. Donc il faut revoir cette technologie agro-industrielle, il faut la remplacer par autre chose. Et c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce sont les clusters de bioéconomie territorialisée. Merci professeur, vous avez été très concis, bravo. Juste pour faire une image, parce que vous avez dit 175 milliards des achats alimentaires du Sud. 180. 180.
Juste pour imager ça, un pays comme l'Algérie importe 75% de ses besoins alimentaires. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Passez à vous, Monsieur Lacherignol. Vous évoquez dans votre note le fait que l'incertitude alimentaire devient la norme. Donc, si vous voulez développer ce point. Oui, tout d'abord, merci pour l'invitation. Moi aussi, je voudrais rendre hommage à Xavier Bellin. On échangeait beaucoup, on s'est rencontrés périodiquement. Et outre les très belles paroles que Jean-Louis Guigou a dit, c'était aussi un passionné, un passionnant. Et c'était un militant de la Méditerranée. Et je vais commencer justement par la Méditerranée, par notre organisation. Nous, on est nés en 1962, le 21 mai, donc on fête les 55 ans. C'est exactement le moment où la PAC, la politique agricole commune, a démarré. Je suis né en 57, on fête ces 60 ans. Moi, je vais fêter au mois de mai mes 60 ans. Donc, je suis né dans la période d'une construction européenne et d'une construction d'une politique agricole commune. Nos pères fondateurs ont passé la même chose, c'est-à-dire on a fait l'Europe, on a fait la politique agricole commune, il faut refaire la Méditerranée. Mais est-ce que la Méditerranée existe-t-elle en tant que telle? Si vous allez à la FAO, aux Nations Unies, la Méditerranée n'existe pas. C'est les points de fracture du monde. L'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe, les Balkans. Donc, c'est une construction que nous avons, les Méditerranéens, faite, mais qui n'existe pas du point de vue géopolitique. Donc, c'est le point de fracture du monde. Alors, l'Europe, elle s'est construite autour de la politique agricole commune, c'est-à-dire la seule politique. Je me rappelle, parce que j'ai commencé ma carrière en 81 à Bruxelles, la politique agricole commune équivalait à 60% du budget global de l'Europe. Le reste, c'était les autres politiques, sociales, etc. Mais c'était l'agriculture. On a bâti notre Europe du XXe siècle autour de l'agriculture. Parce que pour vivre, pour s'épanouir, il faut se nourrir. Maintenant, l'incertitude. On est passé d'une politique d'abondance, donc on est passé aux politiques, on a produit des excédents. Je me rappelle à l'époque, on produisait du beurre pour les donner aux vaches, et donc il fallait les colorer à l'époque. Donc maintenant, on est passé de l'abondance à la pénurie. Il faut savoir gérer la pénurie. On peut nourrir le monde, oui, mais si on continue comme ça, on aura besoin, et Jean-Louis l'a dit, de 4 planètes et demie, parce qu'on a une insécurité alimentaire globale. 2,5 milliards de personnes dans le monde souffrent, soit pour maladies qui concernent la malnutrition, soit les 800 millions qui meurent simplement parce qu'ils n'ont pas à manger. On gaspille beaucoup, et là c'est le sujet, et donc tout ça, il faut les gouverner. Donc c'est l'incertitude. Incertitude au niveau européen, pendant qu'on a fêté à Rome l'autre jour les 60 ans du traité de Rome, bon, il y a une Europe à plusieurs vitesses. On a l'impression d'être retourné à une description un peu, et je l'ai lu quelque part, d'un côté il y a les pays qui sont issus de la civilisation romano-grecque, etc. De l'autre côté, on a la civilisation balkanico-germanique. Donc il y a un clivage, il y a une séparation presque culturelle et anthropologique. Nous vivons des paradoxes. Et ces paradoxes sont en fait quelque chose qui nous amène à une fracture entre groupes, entre pays. On vit un monde qui est globalisé. L'information, la communication, la connaissance n'est plus un problème. Et par contre, face à tout ça, on a peur du futur. Parce que notre génération, je parle de ma génération, pour avoir l'accès à l'information, on devait la trouver dans les bibliothèques, on devait étudier. Donc l'accès à la formation, l'accès à la connaissance, c'était difficile. Pour nos enfants, la connaissance, c'est pas un problème avec les smartphones. Donc déjà, il y a cette première séparation. La connaissance, l'accès à la connaissance, c'est pas un problème. Et pourtant, on vit des paradoxes. On parle de l'Afrique, mais on ne parle pas des Africains. Donc on s'est beaucoup, dans le passé, au XXe siècle, occupé de l'Afrique. Non, on en sait quelque chose. On a quelques responsabilités. Mais les Africains qui vivaient en Afrique, l'Afrique, c'est les pays
les plus riches, les continents les plus riches au monde. Et donc, on s'est intéressé, naturellement, aux ressources naturelles. Non, on en sait quelque chose. Diamants, or, uranium, etc. On ne s'est pas occupé presque nos amis et frères africains, c'était un problème. Et donc, on les a utilisés d'autres façons. Donc, voilà, il faut repenser. Repenser à l'Afrique nous amène à repenser à la Méditerranée. Si la Méditerranée existe, pour moi, ça existe, parce que c'est les berceaux des civilisations, les berceaux des grandes religions qui sont nées dans un petit coin à quelques mètres de distance l'une des autres. C'est les berceaux de la biodiversité, on y trouve. Mais quand même, la Méditerranée, comme quelqu'un l'imagine, c'est un cimetière. Chaque année, il y a des milliers de personnes qui meurent en Méditerranée. C'est un abominio, c'est-à-dire avant, il y avait l'esclavage. Maintenant, par contre, il y a des gens qui payent pour mourir en Méditerranée. Donc tout ça, il faut repenser. Pour repenser l'Afrique, pour repenser la Méditerranée, je retourne, il faut repenser l'Europe. L'Europe n'existe-t-elle? Existe l'Europe, parce que l'Europe a oublié la Méditerranée, elle a oublié l'Afrique. Si maintenant c'est la Chine qui s'occupe de l'Afrique, c'est parce que l'Europe a oublié simplement. Quelques pays s'est intéressé, mais pas l'Europe en tant que telle. Donc repenser l'Europe, ça signifie repenser la Méditerranée, et donc tout ce qui est la conséquence. Un autre thème, on a oublié peut-être qu'en 1995, à Barcelone, un certain nombre de personnes se sont réunies pour décider du futur. Et ils se sont donné un rendez-vous, 2010, pour créer une zone de paix et prospérité partagée. Bon, missing in action, diraient les Anglais. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu la crise, il y a eu l'élargissement vers l'Est, donc le côté balkanique, etc. Et donc, on est arrivé à repenser une Europe à 28. Moi, quand je suis entré à Bruxelles en 80, on était 11. Et j'étais envoyé de mon université à Bologne pour réfléchir sur les mesures pour l'Italie méditerranéenne, les produits sensibles, l'huile, etc., pour l'entrée d'Espagne et Portugal. Donc, c'était ça à l'époque. Et donc, maintenant, on est 28, mais est-ce qu'il y a une Europe qui peut amener une politique vers le sud? Alors, c'est ça. La réflexion que nous, les Européens, on doit faire, c'est qu'il faut repenser l'Europe pour repenser la Méditerranée. Et ensuite, on reverra aux solutions possibles. Merci, Monsieur Lacérignola. Monsieur Kaladigé, vous vouliez parler des infrastructures et des échanges entre pays africains sur le thème de l'agriculture. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et tout d'abord, je veux remercier IPMED et ses partenaires pour avoir organisé cette conférence. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de la sécurité alimentaire. On a tendance à parler de l'agriculture d'un point de vue purement économique la plupart du temps, alors que quand on regarde les besoins sur le continent africain, la question de la sécurité alimentaire, c'est celle qui se pose la plus. Je vais juste rectifier quelque chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé votre présentation du point de vue sociologique et anthropologique, mais ce n'est pas l'Europe qui va repenser l'Afrique, c'est l'Afrique qui va repenser l'Afrique et avec ses partenaires. L'Afrique va repenser le continent avec l'Europe, avec l'Asie, avec l'Amérique et avec tous ses partenaires. Quand on parle de sécurité alimentaire, on parle de trois notions principales. On parle d'abord de la capacité des gens à avoir accès aux denrées alimentaires, on parle de la stabilité et on parle aussi de l'accès. Et souvent, on a tendance à mettre la productivité au centre de cette réflexion. On sait qu'aujourd'hui, l'Afrique produit un peu plus d'une tonne à l'hectare, alors que c'est 4 ou 8 tonnes selon les autres pays ou les autres continents. Et je pense que l'approche qu'on devrait avoir quand on parle de sécurité alimentaire devrait être beaucoup plus systémique. Parce que quand vous parlez de sécurité alimentaire et que vous regardez le continent africain aujourd'hui, on produit pas mal déjà par rapport à ce qu'on consomme. Mais on a énormément de gaspillage. Si vous regardez les mangues en Casamance, 50% de la production est perdue. Quand vous regardez les ananas au Bénin, qu'on appelle les pains de sucre, pour ceux qui ont été au Bénin, merveilleux, délicieux, mais près du tiers de la production est perdue sur les marchés.
Donc aujourd'hui, vous allez de Cotonou à Niamey, lorsque vous prenez les poissons à Cotonou que vous allez à Niamey, vous avez près de 24 heures de route. Avant d'arriver à Niamey, vos poissons n'ont plus de sens, ça n'existe plus. Donc la question aujourd'hui n'est pas juste la question de la productivité, c'est comment on conserve, comment on stocke et comment on transporte les denrées alimentaires. C'est ça l'enjeu en fait. Et pour réussir ça, il faut beaucoup d'investissements. L'agriculture est très intensive en capital, et vous le savez tous. Un agriculteur qui prend 1 hectare, qui commence par produire aujourd'hui, déjà en Afrique, que nous avons une agriculture de subsistance et familiale, vous ne pouvez pas demander à ce même agriculteur d'investir dans les routes et dans les infrastructures autour de lui. Il faut accompagner ces agriculteurs-là. Et dans ce sens d'ailleurs, si vous avez suivi un peu la COP22, OCP a lancé ce qu'on appelle la maison du fermier, qui est un projet que j'ai personnellement initié. Et c'est quoi la maison du fermier en fait? C'est ce qu'on appelle un one-stop shop en anglais, donc un lieu unique où tous les agriculteurs pourront avoir accès aux produits et aux services dont ils ont besoin pour transformer le secteur. Ils pourront avoir accès au conseil, non seulement sur l'accès au marché, mais au conseil au niveau financement. Donc c'est un endroit, quand ils viennent, ils peuvent avoir accès aux semences, aux engrais, donc aux fertilisants. Ils peuvent avoir accès à la formation. Ils peuvent faire des études de sol et faire la carte de fertilité de leur sol, parce que ça aussi, c'est un sujet. On produit en Afrique, mais on ne connaît pas nos types de sols. On épuise les sols, on n'arrive pas à les conserver, et en fin de compte, on est très peu productif. Donc, avec la carte de fertilité du sol, les agriculteurs sauront quels produits il faudrait produire dans les sols et comment. Donc, tous ces outils sont les outils importants pour transformer l'agriculture en Afrique. Avec ça, on aura une approche beaucoup plus systémique. Donc, il faudrait mettre autour de la table tous les acteurs du développement, que ce soit les gouvernants pour le côté réglementation, le foncier, les entreprises pour investir et apporter de la technologie, et la société civile pour apporter aussi l'expertise. Parce que sans l'expertise, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. Et pour finir, je voudrais insister sur les échanges. Et on pourra approfondir un peu plus tard. Aujourd'hui, vous avez à seulement 15% des échanges qui sont faits entre les pays africains, alors qu'on a énormément à échanger sur le plan agricole. Je vais donner l'exemple du Niger, par exemple. Le Niger est un pays complètement enclavé. Ils ont vraiment du mal à avoir des produits de mer. À Cotonou et à Lomé, nous avons l'océan Atlantique tout au bord, nous avons des lacs, nous avons des lagunes, nous avons tout ce qu'il faut, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à nourrir le marché nigérien de ces produits. Pourquoi ? À cause d'un problème crucial de transport et d'infrastructure. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit se battre, et c'est sur ça que tous les acteurs doivent se mettre d'accord pour développer le secteur agricole et lutter pour la sécurité alimentaire. Merci. Bon, mais vous êtes presque trop concis parce que vous avez parlé 4 minutes 22 secondes. Donc on est en avance sur le tempo. Je voulais une petite question annexe. La BAD, la Banque africaine de développement, a commencé à déployer une politique en faveur de l'agriculture. Je présume que vous êtes parfaitement au courant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Alors, le président Adesina a fait de l'agriculture et aussi de l'énergie, pas que de l'agriculture. Je vais dire, je vais parler un peu de son fer de lance. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le secteur agricole était le secteur, et je vais dire le secteur agricole et toute l'industrie agroalimentaire, c'était le secteur qui pouvait produire le plus d'emplois en fin de compte. Quand vous regardez toute la chaîne de valeur, depuis l'amont, c'est-à-dire la production de fertilisants, de semences, jusqu'à la veste qu'on appelle l'off-taker, donc au niveau du marché, tout en passant par la distribution, où là, vous pouvez avoir beaucoup d'emplois. En fin de compte. Et il y a quand même 2 sujets importants pour lesquels la BAD aujourd'hui a fait de l'agriculture son fer de lance. C'est la question de la jeunesse et des femmes. Si vous regardez sur le continent, 75% des produits transformés sur le continent sont transformés par les femmes. L'agriculture nourrit aujourd'hui plus de 80% des populations africaines. Donc c'est la poche d'emploi en fin de compte. Il est aussi important de faire une usine de transformation d'amidon au Nigeria, au Bénin, au Niger, que de faire une usine de fabrication d'automobiles à Tanger. Ce n'est pas parce qu'on fait une industrie qui n'est pas intégrée dans la chaîne de valeur agricole qu'elle ne produit pas des emplois et de la valeur. Donc ce dont a besoin l'Afrique aujourd'hui, même avant de construire des usines intégrées dans la chaîne de valeur internationale, c'est d'abord de construire des usines qui répondent aux besoins des populations. Donc des usines qui créent de l'emploi et de la valeur, mais en même temps répondent à un besoin précis. Donc quand vous faites une usine de fabrication d'amidon, vous pâtez du manioc, vous créez une série de produits qui sont nécessaires. Vous faites de l'amidon,
Pas seulement, vous faites du gari, par exemple, de la farine qui est la protéine la plus consommée aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et qui répond à un problème de sécurité alimentaire, de consommation de protéines, et aussi vous fabriquez de la nourriture pour les animaux. Et vous créez énormément d'emplois sur toute la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, on a compris que non seulement il fallait valoriser le secteur agricole aux yeux des Africains, pour que des jeunes comme moi aillent à l'agriculture, aillent à la terre, mais aussi d'en faire le secteur qui pourrait créer le plus d'emplois demain. Et c'est pour ça qu'il faut investir énormément. Mais on s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas seulement d'investir dans l'agriculture. Et comme je disais tout à l'heure, l'agriculture est très consommateur en capital, mais peu pourvoyeur d'emplois. Parce que quand vous avez 1 hectare, que vous êtes une famille, vous êtes 4 ou 5, vous n'avez pas besoin d'embaucher 10 000 personnes. Mais à côté, si vous ne transformez pas les produits sur place, que vous ne créez pas les usines, que vous ne faites pas les infrastructures autour, vous ne pouvez rien faire. Et c'est là que la BAD agit. C'est là que c'est important pour la BAD d'investir et c'est là qu'on a besoin d'énormément de capital, en fait, pour avancer. Merci. On va faire une petite séance. On va donner la parole. Tu veux parler, Jean-Louis? Bon, j'attends qu'on me donne la parole. Oui, mais comme on est en avance, on va en profiter pour... car moi, quand je suis de l'autre côté, je suis toujours impatient et à la fin, tout le monde est toujours en retard. On n'a pas le droit de lever la main pour poser une question. Le premier qui lève la main. Personne? Bon, alors, moi, je vais vous reposer une question encore. Sur l'investissement qui est énorme, les besoins, on estime le déficit annuel des besoins, pour cumuler les besoins d'investissement de l'Afrique à 50 milliards de dollars. Oui, 50 milliards de dollars. Et comment on fait pour les trouver? Parce que, évidemment, il y a tout le reste, les infrastructures notamment. Et pour l'agriculture, quelle est votre idée sur comment l'Afrique peut financer son développement? Je pense que chacun doit jouer son rôle. Et quand on parle de l'agriculture, l'agribusiness, l'agrobusiness, il y a la partie des infrastructures dont je parlais, qui sont des investissements qui peuvent être des partenariats publics-privés, mais où le gouvernement doit jouer un rôle important. Parce que si on invite les entreprises à investir dans les pays, mais qu'on ne leur donne pas le cadre nécessaire pour pouvoir travailler, cela ne marchera pas. Donc d'abord, il faut l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, qui sont des choses primordiales. Si je veux implanter une usine pour OCP au Bénin, au Togo, ailleurs, ou que je n'ai pas assez à l'énergie, qu'il faut que je construise moi-même ma centrale électrique, ça pose un problème. Ce n'est pas le même investissement. Donc là où les États doivent agir, d'abord, c'est de mettre en place, ce que je disais, les infrastructures autour. Maintenant, il faudrait que les États laissent la place maintenant aux entreprises d'investir dans le domaine. Et en ce moment, mettre en place un cadre réglementaire institutionnel qui soit adéquat pour que les investissements puissent se faire dans le pays. Et enfin, il y a quelque chose qu'on néglige souvent, c'est qu'il y a du capital aussi dans les pays africains. Il y a de l'argent sur le marché local. Tout de suite, quand on veut investir en Afrique ou qu'on parle d'investissement en Afrique, on pense tout de suite à l'Europe, aux États-Unis. Mais c'est un faux débat. C'est une approche qui n'est plus. Aujourd'hui, il y a des gens sur le continent, il y a des institutions sur le continent qui sont aussi capables d'investir. Et c'est ces deux choses qu'il faut rencontrer. Il faut les IDE, les investissements directs étrangers, mais il faut aussi l'investissement local. Quand on parle de l'agriculture, moi je suis né, j'ai grandi au Bénin. Quand je parle de la culture d'ananas par exemple, quand vous regardez de près, il ne s'agit pas de construire des usines immenses. Il s'agit de mettre en place des petites unités de production. Je ne sais pas, de 100, 150 personnes pour transformer l'ananas en jus d'ananas, pour pouvoir le conserver, pour pouvoir le distribuer plus largement. Donc ça, c'est de l'investissement local pour moi. Pourquoi c'est un investissement local? Parce que c'est un investissement d'impact. Ce n'est pas capitalistique, c'est un investissement d'impact. C'est d'abord pour aider. Et c'est pour développer. Donc, c'est un investissement local. Donc, il faudra aussi que les Africains dans les pays se mobilisent pour la transformation du secteur et pour la transformation de l'économie. Parce que le développement commence là. Plus nous-mêmes, on aura le courage, la volonté de développer, d'investir, et plus les autres auront envie de venir. Donc, les 50 milliards dont on a besoin, il faudrait qu'une bonne partie aussi soit prise en compte par les Africains pour que les autres aient envie de venir. Merci. Merci. Alors, on va passer à la seconde partie des interventions. C'est sur les perspectives de coopération. Et on va commencer par M. Cosimo Lacirignol. Vous nous avez adressé une note dans laquelle vous évoquez les destins agricoliers de l'âme. C'était Afrique, Méditerranée, Europe. Le concept de la verticale cher à l'IPMED et en particulier à Jean-Louis.
Et aussi, bon, la PAC Euromed, que vous appelez la PAC Med 2025, ainsi que les projets de coopération. Oui, face aux incertitudes, face aux grands problèmes, bon, il faut penser positif. Donc, la Méditerranée ne doit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, être un cimetière, mais un pont vers l'Afrique. Et donc, on a plusieurs atouts à mettre en œuvre. Tout d'abord, l'Afrique, c'est un continent très jeune. Donc, il faut investir sur la jeunesse. Donc, et pour investir sur la jeunesse, il faut donner les instruments pour qu'on puisse justement avoir des occasions de vie. Les grands thèmes, je vous fais un exemple, dans quelques mois à Taormina, le G7 va se réunir pour discuter des problèmes, l'immigration. Donc, 15 pays ont été choisis pour des investissements lourds. Donc, il y aura des investissements de la part des pays plus riches au monde. Et ils vont se concentrer sur une série d'investissements. Pour nous, investir en Afrique, comme en Méditerranée, comme en Europe, c'est répartir du début l'agriculture. L'agriculture, c'est un moyen, un stabilisateur social. L'agriculture intelligente, durable, soutenable, etc., c'est aussi essayer d'aller à la racine des problèmes. Quand on pense aux gens qui émigrent, etc., bon, on l'a dit tout à l'heure, dans les prochaines années, 70% de la population vivra dans les villes. Donc on parle beaucoup, la tribune là, Smart City. Bah, il faut commencer à penser Smart Agriculture pour essayer de donner les services de ville dans les campagnes. Qu'est-ce qu'ils cherchent les jeunes qui ont un smartphone dans les campagnes africaines, méditerranéennes ou européennes? Ils cherchent la dignité, un travail intéressant, utile et intelligent. Donc, si on leur donne les moyens pour s'épanouir, etc., bon, on peut aussi essayer de peser, de stabiliser, d'éviter toutes ces migrations massives. Et, étant donné que la jeunesse, c'est une opportunité et ce n'est pas un problème, bah, si on réfléchit autour de la Méditerranée, sur des 150 millions de riverains du côté sud de la Méditerranée, il y a les 60% en moins de 30 ans. 160 millions de jeunes en Méditerranée. La plupart concentrés, bien sûr, en Égypte. Mais vous pensez qu'on peut bloquer 150 millions de jeunes qui souhaitent avoir, parce qu'ils les voient avec la globalisation, un futur. Donc, il faut essayer de redonner dignité à ces populations et il faut répartir de l'agriculture. Donc, investir en agriculture, ça signifie aussi commencer à se repositionner, nous aussi, d'une façon différente. C'est pour cela qu'on a élaboré un plan d'action pour la Méditerranée. On l'a appelé, et ça peut valoir aussi pour l'Afrique, ça s'appelle PAC Med. Bon, on a réfléchi autour de ces PAC Med à Milano, parce que ça a été un grand moment de réflexion commune avec Expo, où tous les mondes s'est réunis, et l'alimentation est devenue les thèmes. Et elle est devenue à la une. Ensuite, après ça, il y a eu les objectifs de développement durable, etc. On a contextualisé tout ça et on a commencé à élaborer une petite stratégie à notre niveau, d'une petite organisation internationale qui a comme clientèle 13 pays du nord, du sud et de l'est. Et on a commencé à penser, bon, premier aspect, protéger la planète. En faisant quoi? Ben, lutte contre tout type de gaspillage. D'abord, les gaspillages des connaissances, parce que si on gaspille, si on investit beaucoup sur nos jeunes et on leur apprend à faire des choses intéressantes, et une fois rentrés dans leur pays, dans leur campagne, ils n'ont pas les instruments, les laboratoires pour s'épanouir, c'est du gaspillage. On investit beaucoup parce qu'on a investi sur quelque chose, une connaissance qui ne répond pas aux besoins. Ensuite, naturellement, éviter aussi les savoir-faire. Un proverbe africain dit que chaque fois qu'une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui s'en va. C'est exactement la même chose. Savoir-faire, etc. Commençons à échanger, à partager. Jean-Louis Guigou l'a dit. Ensuite, éviter le gaspillage d'eau et de terre.
Bon, on sait que la Méditerranée, il manque de terre, il manque d'eau, donc c'est vraiment les grands problèmes. Et donc on commence, il y a des techniques, des technologies qui peuvent nous faire économiser de la terre et de l'eau. Gaspillage alimentaire, on l'a dit, mais ce n'est pas seulement le gaspillage, ça a été dit en Afrique. Si pour nous, le gaspillage, c'est autour de notre comportement vis-à-vis du frigo. En Afrique, c'est un rapport avec la conservation, la transportation, la conservation, les transports, la logistique, etc. Donc, en Afrique, c'est encore un problème de déplacer du point A au point B un produit, les conserver, les problèmes de la réfrigération. Et ensuite, il y a les gaspillages global. Alors, ces trois formes de gaspillage ont été l'objet, vous les trouvez, de ces rapports qu'on a fait avec la FAO. Zéro gaspillage en Méditerranée. Ça veut dire essayer de transformer tous les problèmes en solutions. Il y a des solutions. Et les partages de connaissances. On a eu l'attitude à ne pas partager nos connaissances. On le disait parce que certaines fois, la diffusion des données, etc., certaines fois, on a des difficultés à pouvoir avoir l'accès aux données parce qu'elles sont cloisonnées, les connaissances cloisonnées, etc. Donc, il faut commencer à réfléchir dans d'autres thèmes. Le deuxième aspect, c'est la sécurité alimentaire et donc pousser vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle parce que ce n'est pas un problème de quantité, mais aussi de qualité. Ça a été dit. La diète méditerranéenne. Vous savez, la diète méditerranéenne elle n'a pas été découverte par un Italien ou un Français, etc., par un Américain, Ansel Keys. C'était un nutritionniste qui a débarqué avec les Américains à Anzio en 1945 et il a découvert que dans un petit village du sud, on vivait mieux parce que bon, ils utilisaient des produits sains, ils mangeaient et donc il a découvert que les populations locales étaient moins affectées des problèmes cardiovasculaires, etc. Mais la diète méditerranéenne, c'est pas c'est qu'on mange, parce que là, on a travaillé sur la diète méditerranéenne comme patrimoine immatériel de l'humanité, c'est la sobriété, donc la simplicité des repas, donc les rapports directement avec la terre, c'est aussi la culture. Donc c'est les paysages, c'est la beauté que l'humanité a su construire. Et donc c'est un modèle alimentaire durable, mais ce n'est pas un modèle aussi culturel qui n'appartient pas à la Méditerranée seulement. Et en plus, je vais simplifier, c'est un peu la rencontre de la civilisation de l'olivier avec celle du palmier dattier. L'autre jour, à la FAO, on a parlé d'une grave maladie qui affecte les palmeraies en Arabie Saoudite comme en Europe, mais pour des raisons différentes. Les dattiers, les palmiers dattiers affectés par les chansons rouges. Chez nous, c'est nos villas, etc. Donc, les problèmes, c'est un peu différent. Mais les palmiers dattiers comme l'olivier, et là c'est la globalisation, c'est un petit insecte comme pour l'olivier, c'est une bactériose, sont affectés par la globalisation, les échanges, les transports de produits, comme pour les maladies, pour l'homme, pour les plantes, pour les animaux. La même chose, ce sont des problèmes auxquels il faut faire face. Donc ce type de civilisations qui sont des civilisations sacrées, parce qu'autour du palmier dattier et de l'olivier, bon, dans les Corans, dans la Bible, etc. Ils sont mentionnés. C'est notre histoire qui est en cause. Et donc, pour cela, le deuxième aspect aussi, c'est le troisième aspect, c'est le développement inclusif. Il faut essayer, et là, on l'a dans notre plan, dans les populations marginales et dans les territoires marginaux. Donc, mettre ensemble et investir sur les jeunes. Donc, les femmes, le rôle des femmes, 70% des agricultures dans le monde sont faites par les femmes. Moi, je simplifie quand je discute d'agriculture, il y a des modèles d'agriculture. Une agriculture sans agriculteurs, et qui nous a un peu colonisés, donc c'est les modèles anglo-saxons pour être un peu plus rapide, et une agriculture avec agriculteurs. Et ça, c'est l'agriculture méditerranéenne, c'est aussi l'agriculture européenne, c'est surtout l'agriculture africaine. Donc, il faut investir sur la petite agriculture, il faut investir sur les zones marginales, qui sont ces zones-là qui provoquent ensuite les migrations de détresse, à part les guerres. Et ensuite, crise et résilience. Donc, la capacité d'adaptation, soit au changement climatique,
voilà, le climat change, donc il faut adapter et il faut mitiger les effets des changements climatiques. Parce que si on a moins d'eau et moins de terre, c'est aussi à cause disons, des changements climatiques. Ça veut dire il n'y a pas la pénurie d'eau, mais il y a une concentration de pluie, par exemple, dans certaines zones, dans le temps et dans l'espace. Et l'autre chose importante, c'est aussi essayer d'aller aux causes des migrations. Comme je vous l'ai dit, on traite beaucoup les effets des migrations en construisant dans certains pays de l'Europe des murs, mais il faut simplement, on traite les effets, il faut aller aux causes. Donc là aussi, l'agriculture, je pense, elle a un rôle à jouer. Et donc l'agriculture, parce que, étant donné que l'impératif où tout le monde en parle, G20, G7, il faut produire plus avec moins de ressources, bon, il faut éviter aussi donc de mettre en exerce la seule ressource inépuisable qu'on a, notre cerveau. Donc il faut investir dans la connaissance, en partageant la connaissance, en essayant de créer aussi des filières. Alors la verticale, les filières, la chaîne des valeurs, hein, soit du point de vue, disons, de la qualité des produits, mettre ensemble les publics, les privés, les partenaires, public-private partnership for people, pour les gens. Et tout ça, ça fait, il ne doit pas devenir simplement des idées. Il faut entrer dans des projets, des gros projets. Je pense que l'occasion est arrivée, c'est les G7, c'est des gros investissements. Il faut convaincre nos chefs d'État et de gouvernement que l'agriculture, c'est une grande opportunité pour l'Europe, pour la Méditerranée et pour l'Afrique. Donc, et l'agriculture, sachez bien que dans les processus de Barcelone, n'était pas mentionné, parce qu'à l'époque, l'agriculture, c'était justement la concurrence entre produits sensibles, entre huile, entre tomates, etc. Tandis que maintenant, l'impératif, c'est produire plus, et avec moins de ressources, donc, parce qu'on a une population qui augmente, et donc on a besoin de quantité, mais aussi de qualité. Et donc, peut-être l'agriculture, ça peut devenir un levier important pour nous tous. Merci. Merci Cosimo. Je vais vous taquiner un peu, parce que vous avez dit justement que c'est un Américain qui a découvert la diète méditerranéenne. Je tiens à préciser que ce sont les Méditerranéens qui l'ont inventée quand même. Donc il y a une distinction entre découverte et invention. Mais juste une courte réponse, mais vous avez beaucoup évoqué le partage de la culture, l'éducation, puisque... Est-ce que vous avez contacté la Fondation Anna Lindh, qui justement en Méditerranée œuvre à l'interculturalité entre les deux rives? On a des contacts, mais c'est que nous, on prêche pour une diplomatie scientifique, une diplomatie agricole. Donc, la culture, elle est pervasive. Donc, notre dicton, c'est que, c'est Xénophonte qui dit que l'agriculture est la mère, la nutrice de toutes les arts. Parce que l'homme, des chasseurs à agriculteurs, il a commencé à interpréter la nature. Donc, la culture fait partie de la nature et donc fait partie de notre dimension agriculturelle. Donc, une dimension agriculturelle, donc pas culturelle. Justement, mais alors, dans le processus de Barcelone, on va passer à M. Huguet, mais justement, dans le processus de Barcelone, on a oublié l'agriculture, mais aussi la culture. Bon. M. Huguet, vous vouliez évoquer, justement, du point de vue africain, comment renégocier ou repenser les traités internationaux plus en faveur de l'Afrique. Si vous voulez nous exposer ça. Ouais, la question, c'est pas forcément le sujet, c'est pas de renégocier les traités forcément en faveur ou ne pas en faveur d'une partie ou de l'autre. C'est plus égalitaire, voilà. C'est de trouver des échanges, des traités plus égalitaires. Je vais vous dire pourquoi. J'étais à Cotonou, je suis rentré voir mes parents et je me baladais sur les marchés à Cotonou. Et il y a quelque chose qui m'a choqué par rapport à mon enfance, c'est que je ne retrouvais que des pommes sur le marché. Que des pommes sur le marché à Cotonou. Et ça m'a vraiment choqué parce que quand moi j'étais petit, quand on se promenait sur le marché, on trouvait surtout des mangues et des ananas. Et à 4 heures, j'étais allé voir ma cousine et il y a mon petit neveu, ma cousine lui demandait « Alors, qu'est-ce que tu veux pour le goûter ?» Il a répondu « Une pomme ». Et là, j'étais vraiment choqué. Ça veut dire en fait qu'on est en train avec la mondialisation, on est en train de changer complètement les habitudes alimentaires. Parce que la vérité, c'est que quand on n'aura plus de pommes, on ne saura pas les produire.
Et c'est ça le sujet, en fait. Donc, la question, c'est de savoir ce que nous, Africains, voulons comme développement, en fin de compte. La question, elle est là, en fait. Et c'est ça ce que j'adresse vraiment au pouvoir public dans nos pays. Il ne s'agit pas de se développer au point de perdre ce qui est notre identité, au point de perdre notre savoir-faire, au point de perdre ce que nous avons de plus précieux, qui est l'héritage, en fin de compte. Parce que si nous avons abandonné les mangues, les ananas pour les pommes, parce qu'on parle de mondialisation, alors là, on est perdu. Hein. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Dans les traités que nous négocions, il doit y avoir un juste équilibre. Nous devons être capables de continuer à produire ce que nous savons produire et même à importer une fine partie ou une petite partie de ce que nous n'avons pas. Mais pas d'importer majoritairement ce que nous n'avons pas et de consommer très peu ce que nous avons. Et là, il n'y a pas d'équilibre. Donc, c'est ça tout l'art du travail à faire, en fait. C'est de trouver des traités qui rétablissent l'équilibre et que nous, Africains, nous soyons capables de produire ce que nous savons faire et de compléter un peu pas ce que nous ne savons pas faire. Merci. Merci, M. Higuet. Professeur, voilà, vous avez débuté, vous terminez le débat. Sur la question de la refondation de la coopération. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Khaled Higuet, parce que je suis foncièrement d'accord avec ce qu'il vient de préconiser. Et lorsqu'on regarde vers l'avenir et qu'on essaye de bâtir des stratégies alimentaires, il faut mobiliser deux piliers. Le premier, il s'appelle souveraineté alimentaire. Extrêmement important. Et c'est exactement ce qui vient d'être expliqué, c'est le droit des peuples à se nourrir selon leur culture, selon leur tradition, selon leur potentiel local agroclimatique, etc. C'est extrêmement important. Et la mondialisation, c'est le contraire. La mondialisation, c'est le développement sans frein des échanges et l'artificialisation. Alors, je vais quand même revenir un petit peu sur le diagnostic que j'ai fait avec les 4 causes de l'insécurité alimentaire. Et derrière cette insécurité alimentaire, évidemment, il y a deux grands modèles qui sont aujourd'hui hégémoniques en termes de production alimentaire, de système alimentaire. Il y a d'abord le système traditionnel, mais comme on l'a expliqué, le système traditionnel, ça conduit à des trappes de pauvreté, ça génère de la pauvreté, ça génère de l'immigration, et en conséquence, on ne peut pas imaginer, comme certains le rêvent, eh bien, revenir au mode de production alimentaire traditionnel, parce que ce serait un constat d'échec, d'autant plus que avec les 3 milliards 300 millions d'habitants dans la zone que nous étudions, c'est vraiment impossible. Alors en face de ça, il y a le modèle agro-industriel qui est fondé sur la spécialisation. On fait la même culture 10 fois de suite sur le même sol et on épuise le sol. Hein. C'est deuxièmement la concentration des entreprises de plus en plus grandes qui tentent d'ailleurs à avoir des positions monopolistiques. Hein, je pense à la fusion qui a eu lieu entre Monsanto et Bayer. Ça fait vraiment un monstre économique avec un pouvoir exorbitant. Hein. Vous avez aussi la globalisation qui a été longuement évoquée. Et la globalisation, c'est l'analphabétisation alimentaire. C'est-à-dire on perd la mémoire alimentaire, on perd ses racines, on perd ses repères. Et souvent, les régimes alimentaires qui ont été forgés au cours de millénaires en adaptation avec le milieu local sont les meilleurs possibles. Hein. Et la dernière caractéristique de ce modèle agro-industriel, c'est la financiarisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'actionnariat qui gouverne ces très très grandes firmes, ce sont les marchés financiers, les fonds d'investissement spéculatifs. Et ça conduit à la volatilité des marchés et à la grande fragilisation des entreprises. Donc dans un secteur où on a besoin de continuité, on a besoin de temps pour bâtir la sécurité alimentaire, il y a une incompatibilité foncière avec la gestion des fonds d'investissement, le court-termisme et la maximisation des taux de profit, et puis aller vers une sécurité alimentaire. Alors si ces deux modèles conduisent à un échec en termes de sécurité alimentaire, il faut inventer autre chose. Hein, comme on dit souvent,
il faut changer de paradigme. Donc le premier pilier, c'est la souveraineté alimentaire, ce que j'ai expliqué. Et le deuxième pilier, c'est la solidarité internationale. C'est le co-développement. C'est-à-dire qu'il faut dépasser cette vision qui est celle, qui est encore majoritaire, qui est celle de l'OMC, du libre-échangisme forcené, sans aucune entrave, etc., pour passer à du co-développement, où, avec ce qui a été imaginé à IPMED, c'est la coproduction. Et ce que évoquait Xavier Belin avec beaucoup de clairvoyance et de vision du futur. Donc souveraineté et solidarité internationale. Alors si on veut être un peu plus précis, dans le papier que nous avons fait à IPMED, eh bien on suggère de lancer 3 grands programmes. Le premier, cher Cosimo, c'est la connaissance. Le premier, c'est l'éducation du consommateur, parce que le consommateur aujourd'hui a perdu tous ses repères en matière d'alimentation. Et l'éducation alimentaire a complètement disparu des programmes, bon, au profit certes de matières nobles et nécessaires comme les mathématiques, mais il faut redescendre sur terre. Hein. Si on veut être en bonne santé, il faut un minimum d'éducation alimentaire, ça c'est le premier point. Promouvoir les diètes locales, etc., ce qu'on a expliqué, mais aussi former aux nouvelles technologies pour lancer un système alimentaire alternatif, tous les acteurs des filières. Et là, c'est le second programme. Donc dans le second programme, on s'est inspiré, Monsieur Higuet, d'une expérience extraordinaire au Bénin qui s'appelle les fermes Songhai, des fermes pilotes Songhai. Et l'inventeur des fermes Songhai, je vais essayer de redonner son nom, Godfrey Zamoujo, qui est lui aussi un visionnaire extraordinaire. Il a tout de suite compris qu'il n'y a pas de développement agricole tout seul. Pour qu'il y ait un développement agricole, il faut développer l'ensemble de la filière alimentaire. Et dans les fermes Songhai, on apprend à produire du manioc, etc., de façon respectueuse à l'environnement, mais aussi on crée des ateliers de transformation du manioc et on crée des circuits de commercialisation. Et si vous faites ça, évidemment, vous avez créé des emplois. Ce qui a été indiqué, un emploi dans l'agriculture, ça génère 3 ou 4 emplois dans l'amont et l'aval de l'agriculture. Alors il y a un gisement d'emplois fabuleux. Mais évidemment, c'est moins noble que de faire des TGV ou des grandes installations, etc. On en a besoin aussi, mais il faut penser d'abord aux fondamentaux de la civilisation. Donc, ce qu'on préconise avec IPMED, c'est dans chacun de ces 72 pays qui constituent la grande zone Afrique-Moyen-Orient, lancer 10 projets qui s'inspirent de l'expérience Songhai. On a appelé ça les BEST. Pour bioéconomie, S, ça veut dire systémique ou circulaire, c'est la même chose, territorialisé. C'est-à-dire un ancrage territorial de la production alimentaire. Et enfin, le dernier programme, c'est l'approvisionnement. Alors là, ça pose des problèmes internationaux, puisqu'on est dans la logique de l'adhésion à l'OMC, etc. Il faut aller plus loin que ça. Et on a les instruments. Aujourd'hui, l'Union européenne négocie le successeur des accords Afrique, ACP, Caraïbes. Et ça s'appelle APE. Ça veut dire Accord pour le partenariat économique. Donc on a changé le vocabulaire, mais l'esprit reste le même. Et les économistes ont calculé que si on applique ces APE, eh bien, ça va ruiner les États africains. Ça va les ruiner. Parce qu'on supprime des recettes douanières, on facilite des importations qui vont détruire les filières locales, etc. Donc il faut changer de logiciel, encore une fois, et imaginer... Alors qu'est-ce que c'est que des accords d'approvisionnement solidaires? C'est que, ça a été dit, c'est très vrai, on aura toujours besoin de commerce international, parce que la capacité de cette zone de 3,3 milliards d'habitants à se nourrir toute seule, eh bien, n'est pas suffisante. Il faut augmenter la production locale, mais on aura toujours besoin d'importer des aliments pour complémenter la ration. Eh bien, à ce moment-là, on fait un accord entre ceux qui peuvent exporter, c'est-à-dire l'Union européenne, mais aussi certains pays de la zone, évidemment, et puis les pays qui sont déficitaires. Et on garantit ce que ne garantit pas le marché volatile d'aujourd'hui, c'est-à-dire des contrats d'approvisionnement avec des stocks stratégiques
pour éviter les famines, comme en 2007-2008, mais aussi des fourchettes de prix. Donc on ne négocie plus sur les marchés spot, on négocie dans le cadre de contrats pluriannuels. Alors c'est compliqué, mais dans un cadre géopolitique, je termine par là, parce que à quoi ça aboutit la verticale, rapprocher Europe, Méditerranée et Afrique, ou le contraire, Afrique, Méditerranée, Europe, mais dans un accord géopolitique qui va redéfinir les règles du jeu et qui redéfinit les systèmes de production en adoptant des modèles alternatifs qui produisent des externalités positives en matière d'emploi, c'est un problème énorme, mais aussi en matière d'environnement et en matière de bien-être social, de santé, etc. Merci, professeur. On va repasser la parole à Monsieur Higuet. Mais... Je ne veux pas être long. Je voulais juste dire une phrase qui est un éveil de conscience, pour moi, qui est très importante. Je dis souvent que si l'Europe et l'Occident a pour volonté de continuer à vendre des pommes à l'Afrique au lieu de renforcer les capacités des Africains à produire des mangues et des ananas, dans 20 ans, c'est un tsunami de jeunes Africains qui viendront chercher leurs pommes au port de l'Europe. Voilà. On est bien conscient de tout ça. Je vais passer la parole. Il y a déjà 3 personnes qui ont 4, 5. Allez, Ibrahim El Ali. Je ne me suis pas trompé? C'est ça? Vas-y. Toi, tu veux parler? Oui. Mais pas de discours, hein, des questions. Non, j'ai un discours, moi. Bon, d'accord. Allez. Non, j'ai besoin de exactement 1 minute 30. Non. Tout d'abord, je voudrais souligner que l'agriculture est née en Méditerranée. Et si c'est une zone de fracture, la Méditerranée, c'est aussi un véritable laboratoire, autant pour les questions d'eau, de rareté de l'eau, d'énergie, d'agriculture, de mouvement des populations, et tout le reste est en Méditerranée. Donc, le Maroc l'a bien compris parce qu'il se développe beaucoup en Afrique et que l'Afrique, la Méditerranée est aussi une partie de l'Afrique. Elle n'est pas coupée de l'Afrique. Ensuite, M. Higues a parlé de l'importance de travailler sur les filières et les zones de production, mais il y a des éléments qui sont très importants, comme le cadastrage des terrains qui permet à l'agriculteur d'être bancalisé, de pouvoir aller trouver des financements, et malheureusement, on ne travaille pas assez sur cette question de l'appropriation des terrains par les agriculteurs. Et il a parlé de la maison de l'agriculteur où tout le monde viendrait. Mais moi, je trouve qu'en Afrique, ce qu'on a le plus besoin, c'est un développement des villes moyennes. On a toujours la capitale et après la grande agriculture qui est un peu traditionnelle et qui n'est pas organisée. Alors développer les villes moyennes un peu, qui ferait un vrai tissage autant sur l'énergie que sur les circuits de distribution. Et ce n'est pas assez réfléchi. Et la décentralisation, la régionalisation est aussi un vecteur de développement pour l'agriculture. Enfin, il y a un modèle économique qu'il faudrait qu'on invente. Il y en a même 2. Il y a un modèle économique. Je vois, moi, au Sénégal, par exemple, plus de 1 million de gens vivent de la pêche sur une population de 13 millions d'habitants, alors que cette pêche ne représente même pas 2% du PIB. Monsieur a parlé du stabilisateur social que sont les agriculteurs et les pêcheurs, et malheureusement, ça représente peu de poids dans l'économie. Donc, les chefs d'État, ils ont tendance à négliger ces secteurs parce que par rapport au FMI et par rapport aux circuits économiques mondiaux, il ne s'est pas pris en compte. Donc, il faut inventer un indice de stabilisateur social qui rentre dans les projets. Pour les traités internationaux, s'il vous plaît, OMC, vous savez, Tyson est avec un petit berbère ou un petit peul qui feront un combat de boxe, Tyson gagnera toujours. Donc il faut repenser parce qu'on voit des conteneurs de poulet argentin congelés qui viennent en Afrique et ça casse tout le système de l'agriculture locale. C'est vrai pour les pommes de terre et c'est vrai également pour les oignons qui sont importés à Dakar et qui cassent aussi. Moi je connais Phil Fili, tout le monde le connaît, qui a dû jeter 250 tonnes de pommes de terre sur terre, les laisser parce qu'il y avait des conteneurs qui arrivaient de Hollande. Quelque chose qu'on ne soulève pas assez malheureusement. C'est vrai qu'on voit des pommes en Afrique, mais ce qu'on voit aussi, c'est une grande richesse des produits de la biodiversité. Les produits agricoles africains ont une richesse de biodiversité qu'on ne voit même pas en Europe. Les Chinois l'ont compris. Allez à Châteaurouge, vous verrez des feuilles de manioc, des produits d'Indir, des produits extrêmement riches. Il y a un patrimoine de la richesse agricole sauvage qui existe en Afrique, qui sont un vrai berceau de la richesse alimentaire qu'on ne développe pas. On parle toujours d'une agriculture de blé, de céréales, alors que
nos villages, nos forêts sont remplis de produits. Les Chinois l'ont bien compris et on devrait promouvoir ça. D'ailleurs, si on voit la moitié des pommes et des mangues dans nos marchés, on voit aussi beaucoup de produits qui sont issus d'une agriculture qui n'est pas cultivée réellement. Et ça, c'est une richesse du patrimoine mondial qu'il ne faut pas négliger. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au Congo, on voit des gens mourir de faim alors que les gorilles ne meurent pas de faim. Il faut laisser un peu de temps de parole aux autres. Normalement, c'est le moment où tout le monde applaudit, là. Merci. Bon. Toujours plein d'idées formidables. Ibrahim El Ali, qui est un Libanais natif du Sénégal. Hein, et voilà. Et je crois que si l'Europe ne va pas vers l'Afrique, c'est l'Afrique qui viendra vers l'Europe. Ah ben, on commence à s'en rendre compte. Monsieur Mariachia, vous aviez demandé la parole. D'accord. Pas trop long, hein. Ne profitez pas de l'antécédent. Une question très rapide. Bon, juste un mot. Moi, je conseille les chefs d'entreprise sur la zone Europe-Méditerranée-Afrique. Donc, une question rapide aux intervenants. Vous avez parlé, messieurs, pour résoudre les problèmes qui se posent, d'investir dans des petites unités de production. Vous avez dit qu'il faut sensibiliser les États. Vous avez dit aussi il faut agir sur des chantiers comme l'approvisionnement, et puis il faut aussi refonder les relations Nord-Sud. Ok, donc est-ce que les réponses aussi aux problèmes que vous soulevez ne viennent pas aussi des acteurs de terrain, et en particulier des petites entreprises, des PME sur l'ensemble de la zone Euro-Méditerranée-Afrique, et comment, voyez, est-ce que là, il ne faut pas, je dirais, dynamiser justement les relations économiques entre ces petits acteurs, et quelles initiatives vous imaginez pour que ça se passe et que les gens se rencontrent et trouvent peut-être les réponses entre elles, vous voyez, échange de transfert de technologie contre peut-être développement et génération de chiffre d'affaires. Merci. On va demander à M. Higuet de répondre, parce que vous avez créé un think tank. C'est le moment d'en parler. Est-ce que vous avez intégré ce paramètre dans votre réflexion? Oui, il y a 4 ou 5 ans, ça m'a pris un peu dans mon envie, je vais dire, de participer au débat, de créer une institution, parce que l'idée pour moi était de créer une institution aussi indépendante, pas une institution qui vienne des États ou des grandes institutions, je vais dire. Donc c'est de créer un think tank, donc un laboratoire d'idées qui accompagnerait en fait ce processus de développement des pays africains et ce processus d'émergence à horizon 2030. Donc 2030, c'est un cap en fait. Ça s'appelle Club 2030 Afrique. Pourquoi? Parce que nous sommes partis du principe que si les pays africains veulent être émergents à horizon 2030, il faudrait que les politiques de base du développement soient définies et mises en place dès maintenant. Il ne faut pas attendre 2030, les objectifs de développement durable. À la fin, il dit « Ah oui, en fait, les gens n'ont toujours pas accès à l'eau en Afrique. Ouf, on a échoué. » Donc, la question est de dire quelles idées on met sur la table, quelles recommandations on fait aux décideurs, aux entreprises, à la société civile, pour que tous ensemble, le développement soit un consensus et que nous y arrivions ensemble en 2030. Alors, quand je dis ça, ce que vous venez de dire est très, très important. Et je pense que c'est plus pour ça que moi je lutte. C'est les petites entreprises, comment elles travaillent entre elles, entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Et je rejoins la verticale de Jean-Louis Gougou. Le Maroc fait très bien ce travail. Et moi, je travaille pour l'OCP depuis plus près d'1 an et demi. Et j'en suis fier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises, des PME et des TPE au Maroc qui vont, sans les gouvernements, pas besoin des gouvernements, qui vont aller sur le terrain et qui vont travailler avec d'autres PME africaines subsahariennes. Donc, pas besoin des gouvernements, il faut que la dynamique économique soit au niveau des entreprises et de la société civile. Parce que la société civile, au fond, est un vrai catalyseur et développe vraiment des expertises. Donc moi, je vais vraiment encourager, et je le fais beaucoup avec le think tank aujourd'hui, on rencontre beaucoup de PME en France. Déjà, j'ai ramené une PME de Bretagne la dernière fois au Bénin. Je ne suis pas payé pour ça, je le fais avec grand plaisir, parce que les PME sont vraiment, c'est là vraiment il y a la poche de croissance en fait, c'est là il y a la poche pour créer des emplois. Les PME ne sont pas de grandes entreprises, n'ont pas besoin de gros espaces, pas de gros investissements. Et je vais vous donner l'exemple que j'ai fait la dernière fois, c'est une entreprise bretonne qui fait du beurre et qui fait certains produits comme le café ou des choses comme ça, et qui a voulu travailler avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a trouvé une entreprise sur place au Bénin, qui est une petite entreprise d'une trentaine de personnes aussi, avec qui ils ont décidé de travailler. Donc, ils ont fait un partenariat, ils ont fait une joint venture pour créer une entreprise sur place. Donc, chaque entreprise a gardé son indépendance, et ils ont créé ensemble une entreprise pour faire face au marché local et pour répondre aux besoins du marché local.
Ils vont monter des petites usines de torréfaction, des petites usines de production dans lesquelles vous avez 100, 150 personnes sur le territoire. Donc c'est ça la réponse à la question en fait. Et c'est sur ça qu'on doit se baser. Je suis très content de ce que vous faites et c'est ce que nous aussi nous essayons de faire. Merci. Et ben voilà, bravo monsieur Mariacha. À vous la parole, ce monsieur qui est là. On vous apporte le micro. Merci. Jean-Pierre Bray, je suis enseignant et intervenant en Afrique, auprès d'universités en Afrique et auprès d'entreprises. Et ma question s'adresse à M. Huyghe. Par rapport à ce que vous avez dit... Là, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, si vous voulez, quand je vais en Afrique, il y a un plat que j'aime bien, c'est le poulet bicyclette. J'ai eu des contacts avec des jeunes africains qui ont fait des parcours dans des universités ou dans des instituts en agriculture. Ils ont essayé de monter des élevages de poulets locaux. Ils ont été balayés par des importations de poulets venant d'Europe. La question c'est, par rapport à ce que j'ai entendu et par rapport à ce que vous avez dit, on n'a pas parlé de protectionnisme. Est-ce que un des leviers pour permettre à l'Afrique en 2030 d'être, si vous voulez, de s'intégrer dans les chaînes de production mondiale n'est pas aussi en partie la mise en place d'un certain protectionnisme pour, je dirais, protéger les créations en Afrique? Si on parle de protectionnisme sur cet angle-là, il y a une question qui se pose au plan politique. Est-ce que l'Afrique n'est pas, je dirais, si vous voulez, dévalorisée par le phénomène de sa balkanisation politique? C'est-à-dire, vous avez parlé de traités, mais en fait, quand vous regardez les traités qui se traitent, enfin qui se négocient, c'est entre des États, alors que vous avez une monnaie commune, mais pas de politique commune, tout au moins à ma connaissance. Et est-ce que là, si vous voulez, si l'objectif que vous fixez en 2030 n'est pas d'essayer de faire émerger l'Afrique en tant qu'acteur majeur sur le champ économique, est-ce que ça ne passe pas par, pour les gouvernements africains, la mise en place, je dirais, si vous voulez, d'un protectionnisme intelligent? Bon, allez-y, monsieur. Là, vous touchez vraiment au cœur du sujet, en fait. Et c'est vrai, c'est un sujet de longue haleine et ce n'est pas toujours facile. Il y a l'Éthiopie qui a, depuis 5 ou 10 ans, si vous regardez bien, mené une très belle politique. Et je ne vais pas appeler ça du protectionnisme. Moi, je vais l'appeler un choix de politique économique. Sur des secteurs donnés, l'Éthiopie a décidé d'avoir un protectionnisme, de développer une industrie locale et de développer un marché local. Et sur d'autres secteurs, l'Éthiopie s'est beaucoup plus ouverte et a accepté d'importer et de faire venir du capital. Et ça, c'est un choix politique fort, en fait, pour moi. Et c'est peut-être ce que nous devons faire dans la plupart des pays africains. C'est de se dire que il faudrait même déjà que nous pensions et que nous réfléchissions à ce que nous voulons comme modèle de développement. Et en ce moment, on se dirait, dans tel secteur, nous avons la capacité d'être autonomes et d'y aller. Et ça, on ferme. OK, dans le domaine du textile, nous avons du coton, nous mettons des usines d'égrenage de coton, nous fabriquons le textile. Bon, OK, nous faisons venir l'expertise, c'est tout ce qu'il nous faut, après ça, stop. Nous savons faire. Le wax, nous le consommons à 98%, Bénin, Nigeria, Afrique de l'Ouest, mais il est fabriqué en Hollande et en Chine. Ah ben non, ça, on n'en veut pas. Pourtant, c'est nous qui produisons le coton. Et où est la coproduction, M. Guigou? Ça, ce n'est pas de la coproduction, ce n'est pas du co-développement. Donc, en ce moment, nous disons pour le textile, c'est une industrie que nous pouvons développer, barrière. Par contre, pour fabriquer des voitures, nous ne savons pas faire. Ouvrons-nous. OK, venez. Faisons ensemble les voitures. Mais dans 30 ans, nous saurons faire les voitures. Et nous mettrons ensemble, en ce moment, un plan pour savoir, dans 30 ans, fabriquer des voitures. Moi, j'ai travaillé 7 ans chez Areva. J'ai travaillé sur le programme de l'EPR chinois. Aujourd'hui, les Chinois savent construire l'EPR. On a fait un transfert de technologie. Au bout de 15-20 ans. Mais pourquoi en Afrique, nous ne pourrons pas avoir les mêmes plans sur les mêmes sujets? Pourquoi depuis 60 ans, nous ne savons toujours pas fabriquer des voitures? Et ça, ce n'est pas grave pour moi. Mais pourquoi depuis 60 ans, nous ne savons pas faire de petites usines de production? Et c'est là que j'attire l'attention de l'Europe. Et c'est là qu'on doit parler de coproduction. C'est là que c'est important, en fait. Parce que c'est un jeu à double visage, en fin de compte. On parle de David et de Goliath.
C'est un jeu à double visage. Mais je reste aussi convaincu que vu les problèmes qui arrivent aujourd'hui de migration, les gens commencent par prendre conscience. C'est pour ça que je dis que si demain nous ne travaillons pas intelligemment, lorsque nous allons négocier les traités, mais en fait, gagner un traité, ce n'est pas seulement quand l'Europe sort en se disant « j'ai gagné ». Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus gagner seul. Ce n'est pas sortir de la négociation en se disant « je me fais plusieurs milliards en termes de balance commerciale et je suis bien ». Parce que derrière, comme on le disait, il y a des millions de jeunes qui meurent en Méditerranée. Mais dans 30 ans, lorsque nous serons 2 milliards d'habitants et que la moitié auront moins de 25 ans, mais c'est 500 millions qui seront aux portes de l'Europe. Mais en ce moment, comment l'Europe gère ? Aujourd'hui, on est incapable d'absorber 2 millions de personnes. Comment on va absorber 200 millions de personnes demain ? Mais c'est maintenant qu'il faut penser à tout ça. Et c'est tous ensemble qu'on doit mener cette réflexion. Donc c'est un jeu à double visage et il va falloir tous ensemble, aux Nations Unies, à l'OCDE, qu'on s'asseye ensemble pour penser un nouveau co-développement. Merci. Merci, Monsieur Huguet. On va passer à Sébastien Abis. Je ne peux pas refuser la parole à Sébastien Abis, qui était avant Cosimo Lachirigno, le secrétaire général du CIEAM. Pas trop long, Sébastien, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Moi, je n'ai pas pu assister au début du débat, mais depuis mon arrivée, je n'ai pas entendu parler de certains acteurs très présents sur la question de la sécurité alimentaire et du développement agricole en Afrique. D'abord, il n'y a pas que l'Europe, ça a été dit. Et ce que fait l'Europe, d'ailleurs, n'est pas si mal par rapport à d'autres acteurs, que ce soit des acteurs sud-américains, nord-américains ou asiatiques, qui, en termes de développement sur les questions agricoles et de sécurité alimentaire en Afrique, n'ont pas forcément des comportements meilleurs et plus propices au développement inclusif que l'Europe. Donc il faut peut-être aussi remettre en perspective ce que l'Europe propose, puisqu'elle ne propose pas uniquement du commerce, elle contribue aussi à pas mal d'initiatives locales, y compris au niveau de la société civile. En revanche, c'est vrai qu'il y a une question, c'est comment l'Europe, depuis quelques années, sur la Méditerranée et l'Afrique, a positionné sa coopération globale, et donc dans un contexte géopolitique, comme a été dit par Jean-Louis Rastoin, sans forcément mettre l'accent suffisamment sur la question agricole et agroalimentaire. Donc il y a sans doute eu une erreur depuis 10-20 ans à sous-investir l'agriculture, à sous-investir les mondes ruraux dans toute l'action européenne et des pays européens, puisqu'il y a aussi les relations bilatérales. L'Europe unie vers l'Afrique ou la Méditerranée, ça reste quand même un mirage important. Et moi, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'Europe qui ne se porte pas à merveille, se pose sans doute de bonnes questions dans le cadre de sa politique de voisinage et de son partenariat avec l'Afrique, en repensant davantage à la question agricole et agroalimentaire, mais elle continue à le faire de manière isolée, comme si les Américains ne faisaient rien, comme si la Chine ne faisait rien, comme si le Brésil n'était pas présent, comme si le Maroc, la Turquie ou l'Afrique du Sud, trois acteurs aux trois coins du continent africain, n'étaient pas hyper présents aujourd'hui en termes de diplomatie économique, agricole et agroalimentaire. La Turquie est extrêmement mobilisée aujourd'hui sur la question de la sécurité alimentaire en Afrique. Ce serait peut-être pas mal que les Européens vers l'Afrique ou la Méditerranée, sur cette question qui est quand même une question extrêmement complexe et qui appelle plein de réponses, et pas uniquement commerciales, mais y compris le commerce, travaillent avec d'autres acteurs, peut-être la Turquie, peut-être l'Afrique du Sud, peut-être le Brésil, sachant que l'Europe a là aussi des atouts à faire valoir, et que la grande question, ça a été mentionné, c'est le rôle des PME, le rôle de l'économie, le rôle de l'innovation sur ces secteurs agricoles, la réduction des gaspillages et donc toute la problématique logistique derrière qui est considérable, et où on voit bien que le rôle des pouvoirs publics, c'est d'accompagner et de donner un cadre de gouvernance finalement de long terme, puisque la grande question du développement agricole, c'est qu'elle a besoin de temporalité très longue pour se mettre en place. Le Maroc, d'ailleurs, avec le plan vert depuis 10 ans, a bien montré qu'en ayant une vision de long terme sur du développement agricole, on peut obtenir des résultats. Tous les États de la Méditerranée ou de l'Afrique ne sont pas mobilisés aujourd'hui sur un développement agricole. Donc pour avoir de la souveraineté alimentaire, il faut d'abord une politique publique qui donne un cadre de gouvernance un peu long terme. Mais le rôle de l'économie et le rôle du coup des entreprises, quelles qu'elles soient, est stratégique pour créer ce développement et de l'emploi local qui doit être aussi de l'emploi générateur de revenus. Parce que si l'emploi n'est pas générateur de revenus, les populations continueront à partir de ces territoires. Merci Sébastien. On va passer la parole à M. Pascal Lagarde,
qui est directeur exécutif de BPI France et qui conclut, comme à chaque fois, nos petits déjeuners. Merci Alfred. Écoutez, merci beaucoup pour ce débat et en tout cas merci aux intervenants. C'était absolument passionnant. Alors personnellement, j'y connais rien du tout, donc c'était d'autant plus passionnant que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai le sentiment quand même qu'il y a des choses importantes qui ont été dites. Par exemple que l'agriculture était un axe stratégique extrêmement fort, une opportunité pour l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique ensemble. Et ça, je crois que c'est une sorte de consensus. Je crois que ce qui a été dit aussi, qui est important, c'est que valoriser le secteur agricole en Afrique, c'est aussi, au-delà de cette coopération, produire ce qui est nécessaire pour les populations. Et ça, c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est fondamental. Et puis, c'est générer de l'emploi, générer de l'activité. Et parce que l'agriculture s'avère comme un stabilisateur social en Afrique. Et ça, je crois que c'est vrai. C'est aussi vrai d'ailleurs en Europe. Hein. On a aussi un rôle qui reste puissant de stabilisateur social de l'agriculture. Et on voit aux endroits où l'agriculture est décimée, les réactions des populations. Hein. C'est en général des réactions très dures et très clivantes. J'ai noté également quelque chose qui me semble important, c'est qu'il faut se mobiliser autour de la transformation, ce que vous avez appelé la transformation, ce qu'on appelle plus couramment chez nous l'agroalimentaire, enfin la transformation des produits agricoles de base dans des petites unités. Et ça m'a rappelé une étude qu'on avait menée à BPI France il y a 2 ans, je crois, sur les PME qui réussissent en agroalimentaire en France, parce qu'on a toujours une image, en effet, de ces grands groupes multinationaux, d'origine française pour certains, et d'à côté de petits sous-traitants modestes qui ne font rien à part sous-traiter. Et en fait, on voit que, et ça a été redit tout de suite, là, qu'une part importante là-dedans, c'est ce qu'on appelle l'innovation, hein, qui peut être de l'innovation relativement simple, l'innovation marketing, de l'innovation dans la production, et qui fait qu'un certain nombre de ces PME sont particulièrement performantes et arrivent à dégager de belles marges, et avec ces marges de réinvestir, non pas forcément pour produire plus, mais pour produire de plus en plus des produits de qualité et des produits qui rejoignent la problématique de la sécurité alimentaire. Et donc, c'est ce que j'ai également noté dans la discussion, c'est les 2 thèmes que vous avez cités, la souveraineté alimentaire des pays et puis la coproduction, le co-développement. Et ça, je pense que c'est un point important. Ça a été dit également, c'est le rôle de la coopération entre PME et entre entreprises de taille intermédiaire, qui, à mon sens, est également un rôle très important. Et enfin, un grand sujet qui est en effet, un sujet qui forme et terraforme les économies, c'est le sujet des grands accords internationaux d'échange. J'ai moi-même, il y a presque 25 ans, été mêlé à la phase préparatoire des accords du GATT à l'époque, puisque ça s'appelait le GATT, et que la France était encore souveraine dans sa négociation, puisque à l'époque l'Union européenne n'était pas encore le frontal des États européens sur la négociation. Et c'est vrai que c'était une période incroyable parce que ça a profondément changé le cœur de l'économie française. Et je me souviens que la décision politique à l'époque avait été effectivement dans le premier GATT de préserver l'agriculture. La pression, il y avait 2 axes de politique français à l'époque. Il y avait 1, l'agriculture, et 2, la culture. Ça a eu, je pense, un effet de protection à l'époque, en effet, comme l'ont dit beaucoup d'intervenants, de la capacité de produire et de se transformer. Alors, on ne l'a peut-être pas bien utilisée partout, mais elle a été utilisée quand même, notamment dans les produits culturels, mais aussi dans les produits agricoles. Ça a eu un effet un peu secondaire aussi sur le reste qui n'a pas été protégé, qui a largement disparu. 5 ans après, on ne produisait plus de téléviseurs en France. Donc c'est vrai que ce sont des grands choix politiques, des grands choix importants, et c'était un débat passionnant à ce titre. Voilà, merci beaucoup, et j'espère que les locaux de BPI France vous ont bien servi.